Et le premier orateur, Arnaud, spécialiste embedded, va nous présenter comment lier Linux avec FreeRTOS. Bonjour. Ah, ça marche. Voilà. Alors. Voilà. Alors, je vais présenter comment combiner Linux avec FreeRTOS. Alors, comme on m'a présenté, je suis spécialiste des systèmes embarqués chez MC Monitoring. Voilà. Alors, pour dire la boîte, ben, on est situé à Givisiez, route André Pilaire. On a un joli terrain de pétanque qu'on peut jouer. On est très réputé pour ça. Et là, c'est juste une image de moi là, à la dernière souper de boîte. Je faisais du badminton à l'extérieur. C'est une très mauvaise idée parce que quand il y a du vent, on ne retrouve pas son volant. Hein. C'est une catastrophe. Jouer uniquement à l'intérieur, c'est le premier conseil que je vous donne. Voilà. Bon, on ne fait pas que ça chez MC Monitoring. On fait aussi du... c'est une mauvaise ordi. Voilà. On fait aussi le monitoring de machines tournantes. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est une machine tournante? Ça. Alors, en haut, vous voyez le niveau des alternateurs. En bas, il y a la petite coupe. Hop, vous pouvez le volume. Vous laissez couler. C'est 150 MW de puissance. Là, ce sont par minute. Voilà. Et en gros, ceci, c'est une installation pyramidale, c'est une installation de pompage central. C'est-à-dire quand on a beaucoup d'énergie, l'énergie du bac du bassin d'en bas, quand on a besoin d'énergie, on peut récupérer la petite dans le centre. Voilà. Alors en gros, pour présenter sur ma droite, c'est-à-dire votre gauche, l'alternateur qui fait un peu moins de bruit. Le système d'acquisition qui récolte les données. Et tout à droite, on a notre système qui permet de récupérer les données dans des bases de données. Puis en gros, nous, sur quoi je suis travaillé, c'est le système au milieu. C'est les données qui permettent de transiter du capteur à la base de données. Voilà. Alors, pour commencer à faire une chaîne d'acquisition, on prend un microcontrôleur, on met une boucle infinie, on met des interruptions et puis tout le tralala dedans. Puis au bout d'un moment, on s'entremêle, etc. Et puis on se dit, ouais, il faudrait quand même un peu structurer tout ça un peu sous forme de tâches. Puis c'est là qu'alors qu'on fait appel à FreeRTOS, qui est en gros un système operating system temps réel qui est assez répandu. Alors la première question, c'est pourquoi on utiliserait FreeRTOS puis pas un autre? Premièrement, il est sacrément basique. Pour les gens qui ont l'habitude des microcontrôleurs, c'est à peu près la même chose. Et puis il contient uniquement 3 petits fichiers, donc il est facile à intégrer dans une nouvelle architecture. Voilà. Alors, pour commencer, quand on a un système embarqué temps réel, on a plusieurs tâches. Bon, là, l'écran est un peu grand. Mais en gros, alors faut s'imaginer
On a le scheduling. Là, il y a 3 tâches. Il y a une tâche de contrôle qu'on peut imaginer comme écran de LCD, une tâche qui gère une touche qu'on appuie. Puis en gros, on doit paralyser tout ça. L'écran, il doit toujours fonctionner tant qu'on appuie sur le bouton sans interruption. Donc si on regarde, il y a la tâche de l'écran LCD qui est régulière, c'est un timer event, c'est la flèche rouge, qui est prioritaire. Et puis il y a une tâche qui gère les événements d'une touche qui est moins prioritaire. Puis ça permet d'alterner entre les 2 tâches. Par exemple, l'écran LCD, il y a une certaine fréquence. Puis si on arrive avec une touche, il gère la tâche de la touche sans que tant que l'écran est toujours rafraîchi. Par exemple, pour ceux qui ont connu le Nokia 3310 pour jouer à Snake, si il y a une mauvaise gestion des tâches, l'écran il freeze. Le fait d'avoir un OS temps réel, ça permet d'aider à gérer ça plus facilement. Alors voilà. Bon, maintenant vous avez commencé avec un microcontrôleur avec juste une boucle infinie. Il faut l'intégrer dans une tâche RTOS. Alors voilà une tâche basique RTOS. C'est tout simplement aussi une boucle infinie. Et puis on va mettre une attente d'événement en gros, qui va être l'équivalent d'une interruption dans les microcontrôleurs. Par exemple, ça peut être l'attente d'un bouton ou un timer, etc. Mais à la place d'avoir un événement extérieur, c'est tout simplement une attente d'événement. Et en gros, on fait une boucle. Elle permet en faisant cette attente d'événement, il va être dans l'état bloqué. Une fois que l'événement arrive, il se débloque en état ready, et ensuite il retourne en running. Puis en gros, il tourne un peu tout dans ces 3 états en fonctionnement normal. Puis après, dès qu'on a une tâche qu'on veut un peu s'en débarrasser, on appelle une autre fonction dans le système d'exploitation, puis on la suspend. C'est comme si la tâche elle est retirée du scheduler. Voilà. Alors voilà les 4 types d'événements qu'on aurait qui peuvent interagir avec les tâches, parce que les tâches en fait elles fonctionnent en parallèle, et puis elles peuvent en gros interagir. Alors il y a les queues, c'est tout simplement une série de données qui arrivent, les sémaphores, les streams, messages buffer, puis les timers. Juste à noter, j'ai mis des tampons de train, parce qu'en soi buffer en anglais ça vient de là, j'ai appris ça récemment, donc voilà. C'est un peu pour illustrer un peu ce que c'était d'un buffer. Puis voilà. Alors, et puis si vous voulez commencer vous-même à faire un projet RTOS, il y a juste besoin de 4 fichiers de base. Il y a le fichier task.c qui contient toutes les informations à propos des tâches. Et puis que list contient aussi des données qui ne sont pas dépendantes de l'architecture, en tout cas. Par contre, il y a le fichier port.c qui est dépendant de chaque... c'est le truc qu'on doit vérifier. Si par exemple on veut porter sur une certaine architecture de microcontrôleur, il faut regarder ce fichier parce qu'en général il est fourni par le fabricant ou on le retrouve sur Internet, quoi. C'est là où on retrouve des bouts de code en assembleur pour par exemple passer d'une tâche à l'autre, tout ça. Il y a un fichier où il y a 4-5 versions qui s'appelle heap. C'est tout ce qui est gestion d'allocation dynamique. Parce que l'avantage de passer un RTOS que de faire directement du bare metal, c'est qu'on peut allouer dynamiquement la mémoire. Je vais revenir plus tard. Puis les 3 autres fichiers, la timer, event group, stream buffer, on n'est pas obligé de les ajouter, mais en général on les ajoute parce que maintenant les microcontrôleurs ont assez de place. Le dernier fichier, c'est freertos-config. Celui-là, on a un fichier hash différent pour chaque projet. Il permet de configurer tout ce qui est des propriétés spéciales de FreeRTOS, par exemple la fréquence à laquelle on appelle le scheduler ou ce genre de choses. Voilà.
Alors voilà. Quand on fait du FreeRTOS, on a deux choix. Soit on fait de l'allocation de mémoire dynamique ou statique. En général, quand on veut commencer un nouveau projet, on commence avec l'allocation de mémoire dynamique. C'est plus rapide dans le développement, mais par contre, le plantage se fait pendant le runtime. Là, comme par exemple la voiture, c'est pendant la conduite, on rentre dans une autre voiture. Par contre, quand on fait tout en statique, le développement est beaucoup plus long parce qu'on doit définir les tailles de mémoire à l'avance pour allouer les mémoires. Mais par contre, les erreurs se produisent pendant la compilation, là, comme on voit sur la petite maison. Si on a fait une erreur de mesure et tout ça, tout s'écroule. Au final, le résultat est le même, mais c'est une différente manière de foirer son code, quoi. Voilà. Après, pour justement l'allocation de mémoire dynamique, la différence entre un ordinateur et puis un microcontrôleur, c'est qu'il y a beaucoup plus différents types de mémoire qui sont disponibles. On n'a pas forcément beaucoup d'espace mémoire. Et des fois, on a besoin de répartir l'allocation dynamique sur plusieurs espaces mémoire. Là, par exemple, si on regarde là, entre SRAM 0 et SRAM X, il y a un espace réservé qu'on ne peut pas utiliser, mais on peut utiliser les deux mémoires de manière complètement transparente sans que l'utilisateur le remarque. Pour ça, il faut utiliser le fichier HIP numéro 5. Après, la HIP 3, c'est juste tout simplement le malloc et free standard. Puis en général, quand on met un projet par défaut, on utilise la HIP 4. C'est quand on a une mémoire contiguë, et puis c'est des allocations typiques à FreeRTOS. Voilà. Alors, l'un des grands avantages, je dirais, qui permet je trouve, qui rend beaucoup plus facile le développement d'un projet, en tout cas avec FreeRTOS par rapport à du bare metal, c'est surtout tout ce qui est troubleshoot. Il y a un outil qui est génial, je vais le présenter, c'est Tracealyzer. Alors si on regarde, alors je tiens juste à dire, à faire attention, bon là c'est pas assez grand, mais le temps, il va de haut en bas sur l'image de gauche, et la référence de temps sur les deux autres images à droite va de gauche à droite en fait. Et puis en gros, on peut regarder, là on voit tout plein de choses de tout plein de couleurs. Les barres verticales, ça représente les tâches quand elles sont actives. Justement, quand vous vous rappelez de la machine d'état, quand l'état il est actif, il est en couleur pleine. Puis quand il est en état bloqué, ou qu'il est en attente, justement il apparaît en couleur. Parce qu'en gros, ça veut dire que la tâche va travailler, mais elle va arriver plus tard, quoi. Puis là, on voit un peu tout ce qui est ordonnançage, le switch entre les tâches. Puis on peut aussi faire carrément tout ce qui est printf. On peut les faire directement dans ce graphique-là. D'ailleurs, on en voit, c'est les petites cases jaunes. Puis aussi, un grand avantage de ça, c'est en haut à droite. C'est comme le gestionnaire des tâches sur votre ordi. On peut voir à quel temps processeur on utilise. Par exemple, on peut voir que là, il n'y a que la moitié qui est utilisée, puis à quelle tâche. On peut même voir, suivant comment les interruptions sont utilisées. Après, encore un outil en plus qu'on a, si par exemple vous voulez voir les valeurs à l'intérieur de votre projet, en bas à droite, on voit aussi des graphiques. Par exemple, si vous faites un printf, une valeur numérique, vous pouvez voir en temps réel l'évolution dans un graphique, ce qu'on ne peut pas faire avec un débogage normal. Voilà. Ça, je dirais, c'est vraiment la grande valeur ajoutée de FreeRTOS. Mais je crois qu'il est cet outil est aussi disponible pour Zephyr. Puis ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans le développement pour voir un peu ce qui fonctionne dedans sans être un peu à l'aveugle. Voilà. Maintenant, vous voyez la chaîne d'acquisition, on a nos alternateurs à gauche, tout à gauche, à droite pour vous, il y a FreeRTOS dedans dans votre chaîne d'acquisition, les données et le transit. Mais c'est que là, il y a un client qui arrive.
Puis là, il dit « Ouais, j'ai trouvé des fonctionnalités géniales et tout ça. J'aimerais bien que tu l'implémentes. » Puis en fait, c'est des fonctionnalités créées en temps Go, quoi. Puis malheureusement, le Go, ça fonctionne pas dans FreeRTOS. Alors, ouais, là, après, il y a votre chef qui dit « Ouais, c'est trop bien, on va gagner beaucoup d'argent, etc. » Vous êtes l'ingénieur, faut trouver des solutions. Puis c'est là la grande question. Comment inclure ces nouvelles fonctionnalités, quoi? Bon, c'était le titre de la présentation, en combinant Linux et FreeRTOS. Alors, si on regarde, il y a, en général, quand on veut combiner deux systèmes d'exploitation, on voit sur la gauche WSL2, enfin, c'est la technique de Microsoft, c'est de créer un hyperviseur et puis de mettre Linux à côté de Windows. Mais par contre, on perd toute la partie temps réel. Et puis, à droite, on peut ajouter une extension à Linux pour avoir une partie temps réel. Et puis au final, c'est une sorte de noyau qui va avoir Linux comme tâche, et puis qui gère tout le reste, dont des tâches en parallèle avec Linux. En gros, Linux fonctionnera comme une tâche comme une autre. Mais nous, on a choisi une autre méthode. C'est un hardware. Je l'ai ici. Ça ressemble à ça. En gros, c'est un board avec un Cortex A7 et un Cortex M4 sur le même device. Et puis, en gros, techniquement, dans le Cortex A7, il y aura Linux qui tourne dedans. Et puis, dans le Cortex M4, il y a le FreeRTOS. Voilà, pour montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors, j'ai essayé un peu d'imager. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire ceux qui sont au fond. Alors là où il y a le manchot, c'est là où il y a le Linux qui fonctionne. Là où c'est marqué FreeRTOS, bien sûr, c'est là où il y a FreeRTOS. Les barrettes de RAM, il y a 1 GB de DDR3. Là, il y a un truc avec un nom obscur, Heterogeneous Multicores Unit. Moi, j'appelle ça un arbitreur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une petite image d'arbitre. Et puis, pour les périphériques externes, j'ai mis un petit bus, parce qu'il y a le bus KRC puis le bus SPI, qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Puis, en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque processeur, enfin, le processeur et le microcontrôleur, ils ont dedans leur mémoire cache spécifique. Mais après, tout le reste est partagé, c'est-à-dire même la mémoire DDR3, elle est partagée entre le microcontrôleur et le microprocesseur. Voilà. Et puis, ça permet de les faire fonctionner ensemble, quoi. En gros, c'est... Voilà. Pour montrer un peu dedans comment chez nous ça fonctionne. Alors, tout à gauche, vous voyez, j'ai mis un petit éclair, c'est pour montrer un petit signal électrique analogique. À droite, c'est la base de données où on va stocker nos échantillons. Et puis en gros, les données rentrent dans j'ai appelé ça des spaces. Comme on a tout à droite, il y a le kernel user space, kernel space, real-time space, interrupt synchronized space. Et puis en gros, les données arrivent dans l'ADC. La synchronisation de temps se fait entièrement par l'ADC. Ensuite, on rentre dans la partie FreeRTOS. Puis la particularité, c'est que entre FreeRTOS et le noyau Linux, il y a un driver qui gère tout ça et qui permet de justement, d'appliquer une synchronisation de temps quasi parfaite entre l'échantillonnage et les échantillons, en fait. On peut savoir à quel moment exact les échantillons ont été récupérés. Puis après, plus loin, les données arrivent dans le driver. On a un driver orienté caractère qui a été codé à la maison. Puis on a tous les processus utilisateurs codés en Go dans notre système. Voilà. Puis c'est ce qui a donné notre premier produit. C'est celui-là.
C'est un PMM305, en gros, c'est une chaîne d'acquisition qui permet de connecter les capteurs de votre alternateur à une base de données, de récupérer les données, récupérer des alarmes, puis de monitorer tout ce système. Voilà. Puis en gros, ben, c'est comme avant. On a ça, on a l'ancien système, et on a tout simplement, hop, inclus notre nouvelle machine avec du Linux embarqué. Voilà. Alors, je dirais, l'avantage d'avoir un système hybride comme ça, c'est qu'on a la flexibilité d'avoir un Linux embarqué et la précision d'un microcontrôleur. Surtout quand c'est en niveau hardware, ben, on peut vraiment même utiliser le microcontrôleur comme un développement de microcontrôleur sans avoir de problème. Par contre, c'est dans tout ce qui est troubleshoot et debugging, ça peut être assez compliqué, puis on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà. Alors, après, dans les tests que nous on a fait entre le signal électrique et le user space Linux, on a 2,75 mégaoctets secondes de données. Ça paraît pas beaucoup pour du Cortex, enfin pour du Linux embarqué, mais pour un microcontrôleur à 100 MHz, c'est pas mal. Et puis il y a aussi la grande particularité, c'est là où on a été gagnant. C'est en prenant deux appareils, en mettant sur le réseau, c'est-à-dire on arrive à avoir une synchronisation du temps sacrément précis grâce au fait qu'on a le temps réel de FreeRTOS et la synchronisation du temps qui se fait par NTP sur le Linux. On arrive à un décalage de temps qui est moins d'une milliseconde. En gros, c'est le décalage de temps dans les spécifications du NTP. Alors en gros, c'est le NTP qui ajoute du jitter dans nos devices. Voilà, c'était un peu ça la finalité de combiner Linux avec FreeRTOS. C'était tout simplement récupérer des échantillons et puis les timestamper de manière très précise. Parce que quand on a un gros alternateur, ben, on a envie que nos mesures arrivent rapidement. Par exemple, si on a une alarme, que ça réagisse vite avec FreeRTOS, et puis que la synchronisation du temps se fasse par le réseau. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Merci beaucoup Arnaud. Alors, est-ce que... Voilà. On a un moment pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, peut-être qu'il y en a des fois qui disent « Moi, je parle assez fort. » C'est juste pour qu'on entende sur l'enregistrement aussi, sur la vidéo. Donc, attendez qu'on vienne avec le micro pour poser votre question. Vous avez montré un outil de debugging à un moment pour mesurer les tâches. Oui. Avec par exemple un microcontrôleur, comment vous branchez, disons, la communication entre cet outil sur l'ordinateur et est-ce que ça passe par le même UART qu'il y aurait pour, par exemple, des logs ou enfin, des prints? Alors, on peut utiliser le même UART, mais c'est pas recommandé. En fait, on utilise un JTAG. C'est celui de... Précisément, c'est le J-Link de Sager, si les gens connaissent. Finalement, c'est dans la même question. Ça utilise le J-Link, d'accord, mais est-ce que c'est fait par soft ou on utilise le support matériel pour avoir les échantillons? Vous savez ça? Alors, il y a un peu des deux. En gros, il y a une tâche qui est réservée pour le debugging qui arrive de manière régulière. Et puis après, autrement, c'est tout par le JTAG. Mais en gros, oui, ça prend un certain temps processeur, enfin, du microcontrôleur. Mais il est négligeable avec le temps qu'on gagne dans le développement. C'est une question un petit peu provoque, mais Ouais. quand on voit la complexité du matériel, la problématique après de debugging, etc., ça aurait été pas plus simple de porter le code directement du FreeRTOS et rester en real time tout le temps? Le truc, c'est on utilise des protocoles qui ont été écrits en Go. Et puis, ben oui, on pourrait tout mettre dans le FreeRTOS, mais c'est les fonctionnalités qu'on a en plus.
Et après, c'est vrai que par exemple, pour la synchronisation NTP, on pourrait utiliser du SNTP qui est plus basique, qui fonctionnerait très bien. Mais par exemple, quand il y a des protocoles comme le PCUA ou le Modbus, on commence à être très vite saturé dans le microcontrôleur. Puis, puis il y a toute la partie processing qui demande vraiment beaucoup de performance. Mais oui, c'est une bonne question provoque, on va dire. D'autres questions? L'interface entre les deux operating systems, c'est de la mémoire RAM, j'imagine. Et comment vous synchronisez tout ça? Il y a un domaine réservé pour un RTOS oui. Il y a deux choses. Bon, il y a déjà un protocole, il y a tout un protocole déjà tout écrit de A à Z qui s'appelle le RP Message, qui fait partie d'OpenAMP. Mais nous, on a ajouté une partage de mémoire en DDR3 pour augmenter le débit. C'est pour ça qu'on a dû faire un driver maison, enfin ajouter des fonctionnalités en plus de partage mémoire. Voilà, en gros. S'il y a d'autres questions. J'espère que je réponds. Merci. De rien. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions, Jacques. Mais peut-être encore moi, j'aurais une question aussi. Tu nous as parlé là, de FreeRTOS. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres? Est-ce que vous avez évalué d'autres systèmes temps réel pour le système embarqué ou FreeRTOS, c'est la seule solution qui était proposée? À vrai dire, l'IMX7, enfin, c'est l'électronique qu'on utilise, était livrée avec FreeRTOS, alors on n'a pas cherché plus loin. Ça va comme réponse. Ça lance les présentations d'après, c'est très bien. Ça annonce les prochaines présentations. En tout cas, je vois que Arnaud a bien écouté dans les cours de système embarqué. Dans tout ce que tu as raconté sur l'allocation dynamique de mémoire, il n'y avait pas de faute, donc félicitations pour tout ça. Merci. C'est qu'on choisit comment nos appareils ils foirent, en gros, quoi. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir, Arnaud, de t'avoir ici ce soir. Merci beaucoup. Et puis, merci Arnaud. Merci à vous. Il y a quand même, tu as beaucoup travaillé. Et il y a une petite contribution locale. Alors, avec une brasserie plus locale, on ne peut pas. Et les chocolats de Chocolat Villard. Merci beaucoup Arnaud. Et puis, tout bon pour la suite. Merci.